Allez, non, ça va, on est bien comme ça. Ça va pour vous? Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? C'est bon? On essaye de pas s'endormir pendant au son de la douce voix de nos intervenantes, intervenants pendant 1 heure, ça va aller. D'autant plus que ça va être passionnant. Merci infiniment à vous trois. J'adore retrouver comme ça ces têtes-là qu'on a croisées pendant tout l'événement et de se dire, à un moment, il y avait ce sujet qui a été amené par Clément et de se dire comment on pourrait le traiter. Ben, viens, il y a vraiment 3 personnes qui peuvent être super cool pour shaker tout ça et voir ce qui retombe. Et donc, voilà. Dernier format atelier de cette session des ET 21 sur la thématique des récits. Alors, on a pas mal parlé récits pendant ces 2-3 jours, mais on a toujours parlé de récits portés par des humains. C'est pas très étonnant de la part des humains de parler d'eux-mêmes tout le temps, mais on s'est dit qu'il était temps de décentrer. Et puis, finalement, dans l'imaginaire de beaucoup d'humains, il y a des choses quand même qui se passent, qui s'hybrident, où on vient commencer à regarder les choses de manière un peu différente. Et donc là, on voit ce récit visuel qui convoque des éléments animaux, végétaux. Voilà, on voit des choses qui commencent à s'hybrider. Et puis là, sur cet autre récit visuel, là, on est plus dans de l'ordre des éléments. On distingue voilà, des choses assez oniriques. Ça, l'idée cet après-midi, c'est de continuer et finir de s'ouvrir. Souvent, j'entends dire les ET, c'est bien, ça ouvre les chakras. Et ben, c'est exactement ce qu'on va continuer à faire cet après-midi avec ce beau panel qui vont prendre tour à tour la parole. Et puis, on prendra un dernier temps collectif à la fin de cette séquence. Alors, grand merci Ludivine Thelin-Lacroix d'être avec nous. Grand merci Geneviève Aubry d'être avec nous. Grand merci Clément Simoneau d'être avec nous. Et c'est à toi que je vais céder la parole et l'instrument magique pour commencer par un propos introductif. Le titre de cette... en fait, on vous a un petit peu berné. Le titre de cet atelier, c'est Récits par le vivant. En réalité, on va parler des récits par les non-humains. Mais on s'est dit, si on met ça vraiment direct dans le titre, peut-être ça va pas être extrêmement clair. Donc on s'est dit, faisons-les venir. Et après, on leur dit tout, quoi. Donc c'est maintenant que Clément, tu nous parles des non-humains. Merci Laurence, bonjour à toutes et à tous. Ouais, effectivement, c'est vrai qu'en fait, l'approche qu'on va vous présenter, c'est encore un peu plus large que le vivant. Et donc, c'est non humain, justement. Ça inclut en fait plus de choses que ce qu'on peut penser quand on pense au vivant. Parce que quand on pense au vivant, on pense bien sûr à la faune et à la flore. Donc, on va penser aux animaux, on va penser éventuellement voilà, aux plantes, aux arbres, etc. Dans l'approche des non-humains, l'idée, c'est aussi de faire parler et de faire raconter, de créer des récits où cette fois c'est la rivière qui parle, c'est le vent, c'est une pierre, c'est tous ces éléments-là aussi donc, que certains, dans certaines cultures, on peut appeler les inanimés. On parle d'animés, d'inanimés. Donc en fait, dans le fond, peu importe le terme, hein, non humain, autre chose, c'est pas vraiment ça qui est important. Ce qui est important, c'est vraiment justement cette approche d'essayer de mettre en récit les territoires, nos activités, nos hospitalités, mais à travers en fait ces non humains avec qui on compose. C'est ça en fait l'approche de départ, c'est justement de dire qu'en fait c'est nos coproducteurs d'hospitalité. Quand on est un loueur de canoë et qu'on propose la descente en canoë de sa rivière, s'il n'y a pas de rivière, on ne fait pas de descente en canoë. Et c'est pareil pour tout en fait. Le guide de montagne, il ne fait pas ses randonnées sans la montagne. L'apiculteur ou l'apicultrice ne fait pas son miel sans ses abeilles. Et donc, c'est d'essayer justement de remettre aussi cette place-là, de les remettre à cette juste place, de dire que on est aussi dans c'est une autre posture à laquelle on invite, quoi, d'égal à égal. Et puis, ça peut aussi amener justement à avoir une autre forme de relation avec les territoires qu'on visite. Parce que du coup, forcément, si c'est la forêt qui parle à la première personne du singulier et qui nous invite à venir découvrir les sentiers, les activités, toute la richesse qu'elle a, tout ce que les uns et les autres arrivent à faire grâce à elle, eh ben, on n'a plus le même rapport à cette forêt. Et c'est ça en tout cas qui nous intéresse. Et donc ce que je vais faire, c'est que ce qu'on va tous faire en fait, c'est qu'on va vous présenter des projets
pour que vous puissiez, qu'on puisse vous partager justement concrètement ce qu'on a fait. Et on va tous le faire avec un peu cette matrice-là. D'abord, les objectifs et les intentions qu'on avait avec les personnes avec qui on a travaillé, les grandes lignes de la méthodo qu'on a utilisée, quels usages étaient ciblés et quels impacts, quel effet ça a pu avoir en plus de, en gros, les livrables, les usages qu'on avait identifiés au préalable. Et donc moi, le premier projet que je vais vous parler, c'est celui des oiseaux de la Sierra. C'est en Espagne, à Huelva, donc c'est en Andalousie, au sud de l'Espagne. Et eux, l'objectif et l'intention première, c'était de structurer une communauté locale d'hospitalité. En gros, ils avaient envie, donc il y a la ville de Huelva, et puis dans les hauteurs de Huelva, enfin à l'extérieur de Huelva, il y a un peu des collines, et donc il y avait une série de 4-5 villages qui avaient envie justement d'un peu plus se relier entre eux et de faire un peu plus communauté d'hospitalité, de développer leurs offres d'accueil, d'activités, de récits, etc. Donc on allait travailler avec eux vraiment dans cet objectif-là. Donc l'objectif, c'était de faire une communauté locale d'hospitalité et c'était de développer des offres de découverte sur le territoire, de les mettre en lien pour essayer de renforcer un peu une approche globale de l'accueil sur ces territoires-là. Donc vous voyez, rien à voir avec les non-humains jusqu'à présent, quoi. Mais la méthode, du coup, ça a été en fait de faire communauté, mais par le récit. Ce qu'on leur a proposé, c'était de travailler sur des récits de territoire et que ce soit ces récits qui nous aident effectivement à structurer cette communauté, notamment parce qu'on avait l'envie que cette communauté ne soit pas juste avec des acteurs touristiques et des acteurs culturels, que dès le départ, on y mette aussi des habitants, des personnes ressources du territoire, qui n'ont pas forcément un intérêt direct avec le tourisme, et qui, en fait, en proposant de travailler sur le récit, ça permet vraiment de booster cette mobilisation sur le territoire. C'est une des méthodes qu'on propose. Et ce qu'on leur a proposé de faire, c'est de le faire justement sur les non-humains. Et on a proposé ça aussi par retour d'expérience, parce qu'on s'est rendu compte que souvent c'était difficile pour les personnes de parler d'eux-mêmes ou des projets qu'ils font, d'arriver à les mettre en récit justement avec cette narration sensible que nous on travaille. Et par contre, quand on le fait sur les non-humains, ça marche très bien. Ils y arrivent très bien, ça casse un peu des barrières et ça aide vraiment, je ne sais pas pourquoi en vrai, je pense que ça active des cordes sensibles différentes. Peut-être aussi ça déplace l'ego, il doit y avoir des choses de cet ordre-là. En tout cas, ce qu'on a remarqué, c'est que ça marche beaucoup mieux. Donc c'est ce qu'on leur a proposé de faire. Et donc la méthode, en fait, elle est assez simple, hein. Donc on a commencé par mobiliser un petit groupe d'acteurs qui, avec rien que cette intention-là, ça les a intéressés, ils étaient motivés. Avec eux, on a identifié des non-humains emblématiques du territoire, en gros qui faisaient un peu sens pour tout le monde, et surtout qui avaient des choses à raconter et des choses avec lesquelles on allait pouvoir mettre en lien. Parce que c'est quand même ça notre objectif, en tout cas dans les travaux de ce type-là, c'est que derrière, ça invite à aller découvrir le territoire, à aller rencontrer les gens, à aller rencontrer les lieux, à aller faire les activités, etc. Donc on a identifié quelques non-humains comme ça, et puis après, on est parti collecter de la matière. Donc on est allé à la rencontre de ces non-humains du territoire. On est allé voir les personnes ressources aussi du territoire qui allaient pouvoir nous raconter des choses là-dessus. Donc on a trouvé des historiens, des biologistes, des habitants, des gens qui avaient des pratiques ancestrales, mais aussi des personnes qui justement faisaient vivre des activités de loisirs, etc., en lien avec ces non-humains. Donc on va explorer dans toutes ces dimensions. Puis à chaque fois qu'on collecte et qu'on rencontre des gens, on est toujours dans une posture d'invité à rejoindre, en gros. Soit ils peuvent effectivement juste contribuer de cette façon-là, soit s'ils le souhaitent, ils peuvent venir enrichir le projet. Et on est attentif à mettre les conditions pour bien montrer que les portes sont ouvertes et que toute personne est légitime pour rejoindre et contribuer à ce projet-là, et puis peut-être en identifier d'autres, et peut-être raconter d'autres choses, et que ces singularités, ces sensibilités individuelles, on les accueillera, quoi. Et donc, on invite tout le temps pour que, comme ça, le groupe s'étoffe au fur et à mesure par des contributions à géométrie variable. Ça nous va très bien. Et puis, à la fin, le but, c'est de produire. Donc, on va faire ces récits sur le non-humain. Et puis, on va voir comment on va les restituer, comment on va les partager avec le territoire, avec les visiteurs, avec les personnes de passage, avec celles et ceux qui y ont contribué. Donc, ça prend plein de formes. Là, chez eux, on a fait une balade qu'on a appelée une balade patrimoniale, qui a permis justement sur toute une demi-journée d'aller raconter, mettre un peu théâtraliser tous ces récits de non-humains qu'on a pu faire. Ils ont fait aussi une expo photo et création graphique. Et puis après, ils avaient d'autres projets de mise en valeur qu'ils ont pu faire au fil du temps. Et la dernière étape, c'est de recommencer. Parce qu'une fois qu'on a fait ça, en fait, ça a donné envie.
Ils ont réenclenché la boucle sur d'autres sujets, pas toujours forcément sur des non-humains, il n'y a pas que ça évidemment comme élément de support au récit sur le territoire, mais en tout cas voilà, c'est de reprendre cette dynamique et puis de recommencer sur d'autres thématiques et refaire la même chose, mobiliser, identifier, collecter, inviter, produire. Et c'est ce qui a permis justement à cet endroit-là, et ben, du coup, d'avoir cette communauté locale d'hospitalité qui s'est formée petit à petit avec des acteurs de l'économie de l'hospitalité et d'autres qui ne sont pas du tout dans l'économie de l'hospitalité. Ça a permis d'enrichir l'offre. Clairement, ça a créé des nouvelles propositions d'offres de découverte du territoire, de créer des contenus, parce que du coup aussi tout ça, l'idée c'est de le valoriser. Donc on s'est mis en lien avec les offices du tourisme pour qu'ils puissent s'appuyer sur ces contenus-là, pour eux aussi alimenter leur stratégie de communication et puis montrer qu'il y a ces invitations-là, un peu différentes au voyage sur ces territoires-là. Et puis ça permet aussi d'étoffer le positionnement du territoire, c'est-à-dire que du coup il se place clairement avec cette invitation-là comme un territoire où on peut venir vivre et rencontrer ces non-humains. Donc c'est aussi une proposition, un positionnement différenciant qu'on permet d'étoffer pour son territoire. Et puis ça a eu d'autres effets. Avec le temps, on s'est rendu compte que ça a permis à des nouvelles personnes de venir. En fait, ils ont se rendu compte qu'ils avaient des nouveaux profils, justement des personnes en fait que cette proposition-là a vraiment intéressé. Ça active des cordes sensibles chez certains profils de voyageurs. Et c'est ça qu'ils ont eu envie, qu'ils ont pu observer, c'est qu'ils avaient des personnes qui étaient intéressées par ça, qui étaient curieuses de ça, qui étaient demandeuses de cette relation-là et d'apprendre sur ces éléments-là. Et donc, du coup, ils ont bien vu qu'effectivement, ils avaient des voyageurs qui étaient de plus en plus curieux sur ces thématiques-là. Ça a permis de tisser des liens, mais en local, au sein de la communauté, et donc de renforcer justement la mise en lien des personnes de passage avec les autres acteurs du territoire. Ça a permis d'améliorer la connaissance des acteurs locaux sur leur propre histoire, de leur territoire. Les nouveaux profils Ah oui, non, j'ai inversé les deux, pardon. Les nouveaux profils de visiteurs, c'est ce que j'ai déjà dit, mais en fait, les nouveaux passeurs de voyage, c'est plutôt les personnes de la communauté locale, c'est-à-dire les acteurs locaux qui se sont mis à s'impliquer. C'était vraiment ça l'intérêt, c'est ce que je disais sur le fait d'avoir des profils non liés à l'économie touristique. Et puis, ça sensibilise sur justement le lien et le rapport au territoire. Et le deuxième projet que je peux vous partager un peu plus rapidement, celui-ci, parce qu'on va retrouver pas mal de choses similaires, c'est celui avec l'Office de tourisme Sud-Vienne-Poitou. Là, la demande, c'était de l'accompagnement à la stratégie de contenu. En gros, ils refont leur site web. Et du coup, on travaille avec un autre cabinet qui s'appelle My Destination, c'est ça? Avec Cédric. C'est ça le nom de son? Think My Web, pardon, j'ai confondu. Je me rends bien compte que je suis en train de dire une bêtise. Donc avec Think My Web, avec Cédric, on travaille avec eux. En amont de recréer leur site web, ils veulent travailler sur la stratégie de contenu. Et du coup, on leur a proposé cette approche. C'est une approche globale de narration sensible. On le fait aussi sur les personnes, sur les offres. On va présenter de façon, avec cette approche narrative, aussi les hébergements, les activités, les sites de visite. Mais on met aussi les non-humains dans cette stratégie. Et donc, la méthode, en fait, c'est de former les équipes de l'Office du tourisme à cette approche, avec eux d'identifier justement quels sont les éléments de narration sensible du territoire, dont les non-humains, de faire des ateliers terrain pour qu'ils s'y confrontent et qu'ils puissent collecter de la matière sensible justement pour aller alimenter les récits. On les forme à la pratique, donc ensuite à la rédaction. Et en fait, au fur et à mesure qu'on fait tout ça, on construit une méthode vraiment spécifique selon leurs besoins à eux, là, à l'équipe de cet office du tourisme-là, pour leur permettre d'être autonomes et d'être en capacité, eux, de pouvoir continuer à créer des contenus sur les non-humains. C'est une méthode, du coup, qui leur permet à eux d'alimenter leur site web, c'est la demande initiale, aussi les autres canaux. Avec ce choix-là, c'est de marquer un positionnement différenciant fort, là, un peu comme à Welba, c'est vraiment cette idée-là. Mais ils ont aussi envie de fédérer autour de communs, justement, d'essayer de commencer petit à petit à faire graviter autour de l'Office du tourisme, justement, d'autres profils que les profils qu'ils ont actuellement, qui sont des acteurs de l'économie touristique. Et donc d'aller chercher des personnes ressources, des passionnés, des personnes qui n'ont pas d'intérêt économique à un développement touristique, mais qui, par contre, dans le développement de récits, ça les intéresse de s'impliquer. Et puis voilà, c'est in fine d'arriver sur ce territoire à inviter à cet autre voyage. Et donc les effets, c'est cette stratégie différenciante, mais c'est aussi un très fort engagement des équipes. Les équipes de l'Office du tourisme ont adoré cette démarche-là. Il y a eu une implication, mais vraiment incroyable. Il n'y a pas eu du tout besoin de motiver quoi que ce soit. Elles se sont tout de suite prises au jeu. Et puis la méthode aidant, elles ont tout de suite réussi à produire des contenus de très très bonne qualité.
Et donc, du coup, c'est aussi de renforcer ce sentiment de fierté locale. Elles sont vraiment contentes de pouvoir, un peu plus dans leur mission, contribuer à partager ce qui fait pour elles la richesse et la valeur de leur territoire par un peu cette approche sensible, d'aller chercher des éléments comme ça de contenu un peu narratif, un peu plus liés aux émotions, au sens, au ressenti, à l'atmosphère. Eux aussi, ils ont cet objectif d'avoir une sensibilisation indirecte des voyageurs. Ils ont des sites où il y a des problèmes liés à la fréquentation. Et donc, du coup, de les faire parler, ces sites-là, c'est aussi une autre façon de sensibiliser. Et puis, c'est d'inviter à une autre relation sur le territoire, un peu comme à Huelva. Ce qu'ils cherchent avec ça, c'est aussi d'avoir des personnes qui vont être un peu plus intéressées, curieuses, en recherche de cette relation et d'attirer un peu plus ces profils-là de visiteurs. Et en fait, en développement des contenus de ce type-là, c'est aussi un des effets, un des impacts qu'on peut avoir. Donc voilà, moi je vous ai fait le tour de 2 exemples d'applications de non humains, parce que c'est une approche quand même qui est assez poétique, mais qui est assez sensible. C'est ce qui nous plaît d'ailleurs là-dedans. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on veut la mettre en œuvre, on a aussi besoin un peu de rigueur et d'organisation. Et c'est là où on arrive à mettre les 2 jambes pour arriver à marcher droit. Merci Clément, garde le micro parce que non, garde-le. Ah, pardon. Je me permets parce qu'en fait j'ai un peu de temps et du coup comme je me suis noté des questions, je vais me permettre de te les poser maintenant. La première question que j'avais envie de te poser, c'était sur la méthode d'écriture et notamment parce que souvent quand on écrit, on se projette dans nos personnages. Mm. Parce qu'en fait, il est nécessaire déjà pour nous en tant qu'auteur-autrice de pouvoir se mettre dans ses baskets, de porter ses lunettes à notre personnage, quel qu'il soit. Et c'est aussi une manière, demain pour le lecteur, la lectrice, de s'identifier, de mieux se projeter, voire finalement d'entrer en empathie. Et d'un coup, en t'écoutant, je me disais, mais comment est-ce que quand j'essaye de faire parler un non-humain, comment est-ce que je fais pour réellement entrer en empathie avec ce non-humain? Et comment je fais pour essayer de me débarrasser d'une acception forcément d'une vision ethnocentrée, anthropocentrée. Tu sais, quand on fait parler des chats et des chiens dans des dessins animés, c'est toujours ultra stéréotypé et c'est toujours dans un truc d'anthropomorphisme, quoi. Et donc, je me disais que vous aviez probablement été face à cette, je vais dire difficulté, en tout cas face à cette contrainte. Comment est-ce que vous la gérez, traitez Mais moi, je pense que c'est pas forcément un problème. Ce qui est important, c'est d'être assez fidèle à ce qu'on a ressenti quand quand on est en contact de ce non-humain. C'est ça qui est vraiment important. Après, si effectivement ça tire un peu sur l'anthropomorphisme, c'est pas grave. L'important, c'est vraiment d'arriver à être dans cette posture de capter ces émotions, cette atmosphère, comment les différents sens ils sont mobilisés. Et c'est vraiment ça notre ligne directrice. C'est ça qu'on a envie de retranscrire. Donc après, chacun fait aussi un peu comme il peut, comme il veut. Et nous, on assume le parti pris et la non-objectivité du truc, quoi. Ah bah ça, tu seras jamais objectif pour faire parler une montagne. Bah oui, voilà. Donc c'est non, mais donc en fait, on vient plus chercher à interroger la relation finalement qu'on entretient avec Ouais. les non-humains. Oui, Ok. c'est vraiment ce qui nous importe, c'est vraiment la question de la relation. Ok. C'est vraiment ça la porte d'entrée. Du lien, quoi. Ouais. En fait, c'est ce qui permet de recréer du lien finalement. Ok. Et juste un petit point. Est-ce que les passeurs de voyage que tu évoquais tout à l'heure, Mhm. est-ce que passeurs de voyage is the new ambassadeur du territoire Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais. 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 Hmm. Nous, on est des oiseaux de passage, alors du coup, c'est des passeurs de voyage. C'est des passeurs de voyage, ok. Ok, super. Merci beaucoup, Clément. Avec plaisir. On pourra prendre un temps de questions à la fin de cette séquence. Geneviève, on repart avec toi en Abitibi-Témiscamingue sur les rives du lac Ossisco. Écoute, on s'est dit qu'aujourd'hui, ce serait super que tu puisses nous parler du projet Poisson d'argile que tu as mené, que vous avez mené, parce que c'est vraiment un projet collectif autour du lac. Je te laisse nous le présenter. D'accord. Vraiment, je vois toutes les similitudes entre ce que vous faites. Là, ça me parle beaucoup, vraiment. Poisson d'argile, c'est un des projets qu'on a réalisé, ça fait 2 ans. Enfin, on avait une artiste en résidence pendant tout l'été, Molly Bertrand, et avec la chargée de projet éducation et inclusion, Mélanie, on cherchait un projet qui pourrait faire en sorte de créer de l'empathie entre les gens et le lac.
et aussi, mais de stimuler un petit peu la fibre créative. Donc, c'est ça qui a donné lieu à ce projet-là, Poisson d'argile. Donc, l'idée qu'on voulait, c'était d'impliquer la communauté dans une expérience qui est créative, qui est collective, le grand projet du lac Ossiko. Beaucoup de raviver l'amour aussi du lac Ossiko, basé sur le postulat qu'on protège ce qu'on aime. C'est toi qui redisais cette phrase-là de qui déjà? Cousteau. Merci, Cousteau. D'exercer aussi le muscle du don parce que, comme vous allez voir dans le projet, le poisson qu'on a créé, il faut le donner ensuite. Et on se dit, c'est vraiment quelque chose qui fait mal souvent aux gens de se départir de quelque chose qu'ils trouvent cher. Mais si on veut préserver notre planète, il faut être capable de faire ça. Donc, on pratique ça avec un petit geste. Sensibiliser puis informer aussi sur les enjeux du lac et de son écosystème, puis favoriser le bien-être par les arts et le lien au territoire. Alors, la méthodo, en fait, c'est en 2 volets. Il y a un volet création, où est-ce qu'on invite des participants. On a fait ça à la fois avec des groupes communautaires, des groupes d'enfants, des groupes de personnes qui ont des situations de handicap, des groupes de femmes. On a fait vraiment plein de groupes où des fois, c'est carrément des appels à la population dans un café où est-ce qu'ils font de la poterie. Donc, on invite les citoyens à venir prendre un café, venir avec leurs enfants ou en famille, en couple. Et là, dans le fond, les gens, on leur fournit de l'argile, un argile qui est non polluant, là, et ils façonnent un poisson en argile. Puis c'est beau de voir comment, au début, ils ont l'impression qu'ils ne seront pas capables, et au final, c'est toujours magnifique. Puis les gens ont beaucoup de plaisir à faire leur poisson. Puis pendant qu'ils font ça, ben là, ils se parlent, ils nous posent des questions sur le lac. On en profite aussi pour échanger un peu. Puis après ça, on s'occupe, nous, de faire cuire les poissons. Puis on rappelle les participants et on les invite. Et là, on fait la remise en nature. Donc là, on va prendre une marche autour du lac. Et chaque personne est invitée à donner son... Ah oui, puis j'ai oublié aussi que les gens, quand ils façonnent leur poisson, ils peuvent écrire un message. Ça peut être soit un souhait, ça peut être un secret, ça peut être une douleur, ça peut être quelque chose dont ils veulent se libérer. C'est vraiment au choix de chacun. Ils peuvent aussi ne pas inscrire de message. Le message peut être en eux. C'est comme ils veulent. Puis là, ben, c'est ça. On se promène autour du lac et là, les gens sont invités à remettre le poisson au lac dans un geste de don. Puis c'est très beau cet atelier-là parce que souvent les gens en profitent pour nous dire pourquoi ils choisissent ce lieu-là en particulier. C'est une expérience très sensible et souvent très émouvante, en fait, où les gens partagent des fois des éléments qu'on ne s'attendrait pas. Donc, c'est ça. C'est un beau moment aussi. Et les poissons restent pas très longtemps. Il y a des gens qui les récupèrent ou quelque chose. Là, en tout cas, on ne sait pas, mais souvent, les gens vont retourner pour voir si leur poisson est encore là, puis il n'est plus là. Puis justement, c'est ça qu'on se dit. C'est à cause qu'il y a quelqu'un d'autre à qui ça a parlé. Il y a quelqu'un qui fait une collection dans le coin. Ouais. Si on ouvre son garage, on va voir des centaines de poissons d'argile. Peut-être, c'est vraiment... donc, les usages, ben, en tant que tel, je ne le sais pas, justement. On n'en a aucune idée. C'est quoi les usages? Donc, voilà, peut-être que quelqu'un les collectionne. On ne le sait pas. Puis, pour les impacts et les effets, ben, c'est sûr qu'on pense qu'il y a l'idée de renforcer le sentiment d'appartenance, le lien social, de stimuler aussi la réflexion collective sur la protection, la valorisation du territoire, favoriser l'expression personnelle par les arts. On pense que c'est vraiment une manière aussi qui fait du bien. Tu sais, prendre une soirée, un mardi soir, venir avec tes 2 enfants, puis façonner un poisson en pensant qu'est-ce que tu peux offrir au lac. C'est un beau moment, c'est un moment qui fait du bien. Puis aussi, ben, c'est sûr qu'on fait connaître le projet. J'aime beaucoup ce que tu disais sur le fait de, tu sais, c'est une porte d'entrée et après ça, les gens, c'est à géométrie variable. Les gens décident à quel niveau ils s'impliquent. Donc, nous, c'est sûr qu'on en profite pour ceux qui s'intéressent, leur faire connaître les différentes manières de s'impliquer dans le projet. Mais pour certains, ça aura été ça. Et c'est assez, mais après ça, c'est souvent des personnes qui vont plus prêter l'oreille quand ils vont entendre parler du lac Ossiko, voire même de certains enjeux environnementaux. Je pense qu'il me reste un petit peu de temps. J'en profiterai peut-être aussi pour dire juste rapidement 2 autres projets qu'on a fait qui s'inscrivent dans cette idée-là.
très courtement. Il y en a un qu'on a fait au début du projet en 2021, il me semble. Ça s'appelait Mon Lac. C'était encore avec une artiste, Zoé Julien-Tessier, qui allait dans des classes. Là, il y en a qui étaient à l'atelier ce matin, donc ils savent le projet, là, mais je leur ai dit. Elle allait dans 3 classes d'école primaire, puis elle demandait aux élèves 2 choses. Si mon lac pouvait parler, qu'est-ce qu'il dirait? Et qu'est-ce qu'il y a dans mon lac? Donc, pour la première question, les élèves devaient écrire soit une phrase ou soit une poésie. Et dans le deuxième cas, ils devaient faire un dessin. Et là, de ça, Zoé a créé 5 tableaux de dessins et de vers qu'elle a dessinés partout autour du lac. Et en écrivant, c'est qui la classe? C'est classe de Madame Sophie, école de d'Alembert, 2e année, admettons. Puis là, ben, les enfants sont très contents, ils vont là avec leurs parents, puis les visiteurs, les gens s'arrêtent pour regarder les dessins. Donc, puis les phrases des enfants sont souvent très crues, très authentiques. Tu sais, le lac dit « Aidez-moi, je suis sale » ou des choses comme ça. Donc, ça frappe quand même. Puis un dernier projet qu'on a fait dernièrement avec une autre artiste en résidence, c'était un projet Adena, que ça s'appelle, ou Aneda, à chaque fois, je ne le sais pas. Là. Puis c'est une artiste qui a une démarche où est-ce qu'elle danse les végétaux. Donc, elle a fait sa résidence pendant une semaine. Elle s'est promenée autour du lac. Elle a parlé à des biologistes, à des gens de différents domaines. Elle a dessiné les plantes. Elle les a observées, comment elles bougeaient, tout ça. Et de ça, elle a créé un tableau de danse, un tableau vivant qu'elle a dansé en sortie de résidence, où on a invité les gens. C'était sur un cap de roche qu'on appelle, là, un petit massif rocheux. Et elle s'est installée là. Puis pendant 45 minutes de temps, elle a dansé les plantes et c'était magnifique parce qu'on voyait quand elle changeait de plante. Le mouvement n'était pas pareil, c'était magnifique. Donc, voilà. Alors, c'est différentes manières qu'on utilise pour faire parler. Ben, nous, c'est beaucoup le vivant, en fait, là, mais qui est aussi non humain. Merci Geneviève. Je profite que tu aies toujours le micro en main, déjà pour souligner le fait que tu disais quand les participantes viennent pour fabriquer leurs propres poissons, ils sont pas sûrs d'être capables. Et tu as dit c'est toujours magnifique. Moi, c'est vraiment quelque chose que je partage avec toi sur les ateliers d'écriture. Je suis toujours. Alors maintenant, je suis plus surprise parce que maintenant, mardi, il y avait un atelier d'écriture de récits. Certaines d'entre vous étaient là. Et quand j'avais préparé mes diapositives, à la fin sur la slide merci, j'avais failli écrire merci, c'était super, c'est dingue ce que vous avez produit. Et j'étais comme tu peux pas préjuger, c'est bizarre de l'écrire à l'avance. Et en même temps, je sais que je peux le faire. Je l'ai pas fait, mais je leur ai dit à la fin, et je leur ai dit, mais franchement, c'est incroyable l'imagination dès lors que, tu sais, c'est comme 2 bouts de silex où tu as juste mis un petit coup comme ça pour aider, souffler un peu, et après ça fait des choses complètement dingues. Et l'imagination, c'est un vrai carburant en fait. Au bout d'un moment, ça marche tout seul et c'est trop beau. Pardon pour cette incise. Je voulais te demander, donc on est face à un... Donc sur ton territoire, il y a des problèmes de pollution massive dus aux métaux lourds, dus à l'industrie sur place. Il y a eu une prise en compte très importante des effets sur la santé des populations. On parlait du fait que le lac avait été moins, en tout cas le vivant, non humain, avait été beaucoup moins pris en compte dans les études scientifiques et dans finalement la réparation qu'on peut en faire. Et du coup, je me demandais si l'opération Poisson d'Argile, c'était une manière, de sensibiliser des populations qui ne sont pas forcément en connaissance ou concernées, de réparer. Et du coup, quand est-ce que ça pourra s'arrêter? Est-ce que ça doit s'arrêter, cette opération Poisson d'Argile? Ben, en fait, c'est devenu un de nos ateliers préférés qu'on offre. L'année prochaine, ça va être le 100 ans de la ville de Rouyn-Noranda. Puis on a appris dans un événement, dans un autre événement, un symposium qu'on a fait, qu'il y a un terme, quand ça fait 100 ans que tu es marié, ce qui arrive, on s'entend pas très souvent, ça s'appelle les noces d'eau. Donc, on a trouvé ça magnifique. Et là, on a tout de suite vu notre événement. Donc, on va célébrer l'an prochain les noces d'eau. Ça va être un événement artistique où on va convier des artistes à faire du land art, de l'art de la nature, et la population, entre autres, à faire Poisson d'Argile. Puis une autre œuvre collective, j'ai encore aucune idée ça va être quoi, mais il y aura une œuvre collective. Puis le but des noces d'eau, c'est justement de convier notre population à célébrer 100 ans
de relations, pas toujours pour le meilleur et pour le pire, disons-le, mais aussi pour renouveler nos vœux, puis dire on veut en prendre soin pour les 100 prochaines années, puis mettre les choses en place pour en prendre soin pour les 100 prochaines années. Puis Poisson d'argile, c'est un atelier qu'on veut qu'il y ait une place importante là, dans les noces d'eau. Ouais, c'est super. En parlant de place, surtout en parlant de 100 ans, 100 ans c'est très court. 100 ans, c'est très court. Après ça, il y a 6 000 ans d'occupation à Voilà. Anishinaabe sur le territoire. Là. 100 ans, c'est les exactement là que Euro-Canadiens. Voilà, c'est exactement là que j'allais. Quels sont les liens avec la communauté Anishinaabe et typiquement sur ces... Enfin, Poisson d'argile, c'est une vraie œuvre de transmission et donc on voit bien à quel point ça résonne très fortement avec les pratiques ancestrales des communautés autochtones. Est-ce qu'il y a un lien et si oui, quel est-il? Il y en a plusieurs. Ossisko, c'est un mot qui veut dire rat musqué en langue Anishinaabe. Donc, on a fait une recherche toponymique avec différentes personnes. On est allé aussi, en fait, nos amis, nos collaborateurs sont allés aussi faire des entrevues dans la communauté de Longue Pointe, où sont les ancêtres de ceux qui occupaient, en fait, le territoire du lac Ossisko là, pour la chasse et la trappe. Et on veut, quand on parle de réhabiliter le lac, on parle aussi de réhabiliter l'histoire, remettre de l'avant, en fait, que non, c'est pas le fondateur blanc qui est arrivé, qui a trouvé un gisement de cuivre. Il y a eu une occupation avant ça. Donc, de différentes façons, mais toujours dans une approche sensible, parce que on se la fait beaucoup poser, en fait, cette question-là, à quel point on collabore avec les Premières Nations. Je vais essayer de ne pas prendre trop de temps, mais c'est une réponse qui n'est pas simple parce qu'en fait, au Canada, au Québec, les Premières Nations ont quand même beaucoup d'enjeux. Il y a eu des histoires très difficiles, donc un génocide culturel, et donc là, ils essaient de reprendre possession de la langue, de la culture, des pratiques culturelles, et donc ils ont des chantiers plus urgents que d'aider notre gang à réhabiliter le lac Ossisko. Alors, nous, on travaille beaucoup avec l'organisme Ménachon. En fait, on partage nos locaux avec l'organisme Ménachon, qui est un organisme pour la préservation de la culture et de la langue Anishinaabe. Et on leur demande beaucoup de conseils, mais on essaie aussi de ne pas aller extraire trop d'énergie et de temps à des gens qui ont autre chose aussi de plus urgent. Par contre, un des très, très beaux moments qu'on a vécu, puis je vais me conclure là-dessus, c'est que on avait un concours qui s'appelle Aqua Action, d'où Magourde, où est-ce que des jeunes start-up étaient invités à trouver des solutions. Puis en amont de ça, on a reçu 4 kokums. Kokum, ça veut dire grand-mère. 4 kokums Anishinaabe de 4 communautés différentes qui sont venus à notre invitation et qui ont fait une cérémonie de l'eau. Et on s'est considéré vraiment privilégié d'avoir accès à cette cérémonie-là parce que c'est rare. Puis on ne pouvait pas filmer, on ne pouvait pas prendre de photos. Là. C'était vraiment un moment très intime où est-ce qu'on, dans toutes les directions, on a fait des choses, on a fait des chants, on a fait des dons au lac. Et ça a été un moment très intéressant. Mais c'est ça, il faut le voir dans le temps, la relation. Il ne faut pas être pressé. Mais ça, j'ai trouvé que c'était un moment assez important. Oui, tu es chanceuse. Merci beaucoup Geneviève. On va passer à Ludivine, si tu veux attraper la télécommande, s'il te plaît, merci. Alors Ludivine, tu as la tâche, l'heureuse mission de nous parler aujourd'hui de biomimétisme, qui est un sujet que tu côtoies depuis un moment maintenant. Tu avais notamment organisé en 2024 un événement autour du biomimétisme dans le cadre du tourisme. Et donc l'idée, c'est à la fois de nous donner un petit peu des clés de compréhension du concept et puis de l'exemplifier. C'est à toi. Ok. Donc, parler de biomimétisme et bio-inspiration, on discutait avec Laurence et c'est vrai que c'est aussi une démarche qui permet justement de travailler avec le non-humain, mais aussi avec le vivant. En introduction et quelque chose que je voulais aussi vous partager et qui peut être inspirant pour vous, je vous invite à aller voir justement ce que fait l'Eurométropole de Lille. Donc l'Eurométropole de Lille, ça réunit 3 territoires donc transfrontaliers. C'est la métropole de Lille, la partie Courtrai et Tournai. Donc vous avez Tournai qui est en Belgique, qui est la partie wallonne, vous avez Courtrai qui est la partie flamande, et vous avez Lille qui est le versant français. Et donc ils ont créé cette Eurométropole.
C'est comme si c'était une nouvelle communauté qui s'était créée. Et dans leur démarche, en réalité, dès le début, ils sont partis du vivant, de comment est façonné ce territoire par rapport au vivant, avec les communautés qu'il y a dessus. Parce que forcément, je ne vais pas vous expliquer déjà comment ça se passe en Belgique entre les Flamands et les Wallons. Et après, quand vous avez les Français, c'est un peu compliqué, on va dire, humainement. Et justement, quand c'est compliqué humainement, là, ils sont partis du vivant. Et aujourd'hui, ils ont créé le Parc Bleu. Et le Parc Bleu, ils ont pris le projet par l'eau. Parce qu'en réalité, parmi ces 3 villes, donc Lille, Tournai et Courtrai, ils sont connectés par l'eau, par les canaux. Et ils ont, on va dire, mis en récit leur territoire par la thématique de l'eau. Et on appelle ça le carré bleu. Et de ce carré bleu, ils ont connecté en réalité ces communautés à dialoguer, à mettre en valeur justement les ressources de leur territoire. Et vraiment, je vous invite à aller sur le site et vraiment à voir tout le projet, parce que si je commence à vous le raconter, ça va me mettre beaucoup de temps. Mais vraiment, je vous invite à le voir parce que c'est vraiment une manière différente de mener les choses et c'est super inspirant. Donc voilà, et c'est comment aussi on peut développer de nouvelles choses par le vivant, parce que voilà, le biomimétisme, c'est ça aussi, c'est comment on s'inspire de la nature. Comme je dis toujours, ce qu'on a autour de nous, c'est notre environnement. Pour moi, c'est comme si c'était une bibliothèque à ciel ouvert. En réalité, la nature, tout le monde y a accès. Et on peut tous l'observer et apprendre d'elle. Et on n'a pas besoin d'aller dans une bibliothèque ou autre. C'est ouvert à tout le monde et accessible à tout le monde. Et c'est ça qui est génial. Parce que rien qu'en l'observant, ça stimule la créativité. Et c'est surtout la nature, elle est là depuis des millions d'années, 3,8 milliards d'années, je vous l'ai écrit. Elle existe, elle évolue avec son temps, avec les changements climatiques, avec les évolutions technologiques. Et elle peut nous apprendre encore beaucoup de choses, mais elle peut nous apporter des solutions. Et c'est ça qui est intéressant. Et quand on l'observe, justement, on peut créer aussi ces nouveaux récits. Et on peut les écrire avec elle. Et c'est ça qui est vraiment génial. Et voilà, c'est aussi une manière de se reconnecter, nous, avec notre environnement. C'est comment aussi on peut prendre soin de son espace de vie, parce que je trouve que c'est important de se sentir bien dans l'espace dans lequel on vit. C'est aussi une manière de respecter ce que la nature nous donne, de lui rendre aussi, parce qu'à un moment donné, c'est cool de prendre, mais à un moment donné, il faut rendre aussi. Faut dire merci quelque part. Moi, je trouve ça beau de dire merci à ce que la nature nous offre. Et ça peut être aussi des réponses, comme je vous ai dit là, avec l'exemple précédemment cité, des réponses aux enjeux sociétaux. Donc voilà, parce que la nature, elle sait aussi, ça interagit entre différentes espèces, entre la faune et la flore. Donc voilà. Donc, à un moment donné, si on se pose la question, c'est comment on peut partir dans cette démarche quand on a envie de travailler avec, comme on dit, le non-humain, parce que c'est pas une personne qu'on a en face de nous. L'arbre, il va pas nous parler, oui, c'est bien, autour de la table, mais on peut s'entourer justement d'experts. Donc, par exemple, j'ai cité ce matin l'OFB, vous avez l'ADEME aussi, vous avez plein d'acteurs, vous avez aussi des biologistes qui sont présents, des mondes avec qui on ne communique pas forcément, mais qui sont super inspirants et qui sont super ouverts et qui ont aussi envie de partager leurs connaissances. Et c'est ça qui est top. Donc, c'est tout d'abord de créer un collectif, parce que moi, je vous le dis clairement, je ne suis pas biologiste. Clairement, je ne connais pas toutes les espèces, tout ce qu'elles font et tous les bienfaits, mais à la base, moi, je suis designer et je trouve ça génial de parler avec un biologiste, parce que ça me dit waouh, qu'est-ce que je vais pouvoir créer. Donc voilà, d'avoir ces experts, de définir aussi les priorités sur un territoire, donc d'observer le territoire sur lequel on est et de se dire voilà quelles sont les priorités pour mon territoire face aux enjeux climatiques et sociaux. Je trouve que c'est vraiment important de prendre tout ça en considération. Et ça va permettre justement cette observation et avec ce collectif d'écrire ensemble un plan d'action. Donc après, je vais vous citer un exemple, un projet sur lequel je travaille, et ça va plus vous parler. Mais c'est important aussi de se définir ensemble des actions
et de voir ce qui va être réalisable et pas réalisable et quelles ressources on aura besoin pour aller plus loin. Donc voilà, juste pour vous resituer, entre biomimétique et biomimétisme, il y a quand même une différence parce qu'on dit le biomimétisme, c'est voilà le train Shinkansen, voilà, on se dit c'est ça, mais non, au final c'est pas du biomimétisme, c'est de la biomimétique, ça veut dire qu'on s'inspirait de la nature pour créer une nouvelle technologie, et cette nouvelle technologie n'est pas forcément bien pour la nature. En gros, cette technologie, elle ne va pas forcément préserver la biodiversité ou lui dire merci. Je vous le dis tout simplement. Que le biomimétisme, il a ce côté plus vertueux, plus philosophique. C'est je m'inspire de la nature pour créer des nouveaux concepts, mais ces nouveaux concepts vont aussi avoir une démarche de préservation de la biodiversité ou de protection de la biodiversité. Donc pour moi, c'est beaucoup plus important parce que ça a un impact beaucoup plus important sur l'environnement et ça a un impact positif. Donc c'est pour ça que je voulais juste vous repréciser la différence. Parce qu'aujourd'hui, on dit le train Shinkansen ou le velcro, c'est du biomimétisme. Mais non, on s'inspire de la nature, on prend de la nature, mais on lui rend pas. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, pour des usages et pour des projets qui ont été mis en place, parce qu'à un moment donné, c'est super tout ce que je vous raconte, hein, c'est trop beau, c'est génial, mais c'est possible et c'est réalisable. On a travaillé Nausicaa, donc le Blue Living Lab, incubé une start-up qui s'appelle Line Up Océan, qui est aujourd'hui accompagnée et soutenue par le fonds de dotation de Nausicaa, où justement l'objectif du fonds de dotation de Nausicaa, c'est justement d'implémenter des projets sur les territoires et en outre-mer pour la protection des océans, la protection de la biodiversité marine, mais aussi sur toute la partie résilience côtière. Donc là, c'est un projet qu'on a mené avec Line Up Océan. Donc vous pouvez voir sur la photo avec les plongeurs, c'est un module qui s'est inspiré justement des mangroves. C'est un module qui a été créé avec du béton biosourcé pour justement redévelopper des écosystèmes marins. Comment, à un moment donné, à certains endroits, on peut recréer des écosystèmes marins. Donc, ça a été mis en expérimentation dans le grand bassin de Nausicaa. Et ce qui a été super intéressant, c'est qu'on a impliqué justement les visiteurs dans l'observation et l'évolution de ce module. Donc, les visiteurs qui venaient à Nausicaa et qui observaient tous les poissons, tout ça, arrivaient devant ce grand bassin. Donc, il faut savoir que c'est une immense baie vitrée, c'est impressionnant avec une immense remonta, tout ça, et il y a le module au milieu. Et on demandait justement aux visiteurs, donc c'est là où on parle de non-humain, parce qu'il y avait une interaction entre le module et le visiteur. Nous, on appelle ça aussi la science participative, mais c'est l'interaction entre le visiteur et ce module. Et le visiteur devait remplir un questionnaire de qu'est-ce qu'il observait, quel type de poisson allait sur ce module. Et c'est là où on commence à avoir cette interaction, comme on dit, avec le non-humain et comment on en crée une expérience. Et de là, le visiteur devient aussi un acteur et il est là aussi pour enrichir la partie recherche et voir comment des projets comme celui-ci peuvent évoluer, mais créer aussi de l'expérience. Donc, suite à ce projet, on souhaitait aller beaucoup plus loin parce que l'objectif, c'est ensuite, là, comme je vous ai dit, c'était une expérimentation, mais c'est de le mener à plus grande échelle et justement de travailler sur la résilience côtière, car nous, aujourd'hui, on a des gros enjeux face à l'érosion du littoral, le recul du trait de côte. Et le prochain objectif, là, on est en train de travailler avec une collectivité, mais aussi avec les habitants, c'est d'implémenter ces modules en mer pour justement réduire l'impact des vagues sur les digues, mais aussi de recréer des écosystèmes marins autour de ça, mais aussi que les habitants deviennent ambassadeurs. Donc, avoir toute cette démarche avec les habitants, parce que, vous savez, nous, sur la côte d'Opale, dans le nord, on a la marée, mais du coup, quand c'est marée basse, la mer recule, mais très très loin, quoi. Donc à un moment donné, on va aller voir apparaître ces modules, et l'objectif, c'est que ça devienne aussi du land art,
et qu'on découvre à marée basse justement ces modules, les modules, mais avec l'écosystème marin qui s'est créé autour et que les habitants en soient fiers et expliquent. Voilà, que ça devienne un peu une exposition à ciel ouvert. Et donc, c'est ça aussi notre objectif. Donc, qui est une double démarche à la fois qui est de réduire l'impact des vagues, donc un système de protection pour les habitants, mais aussi un système quelque part d'exposition à ciel ouvert. Donc voilà, ça c'est les prochaines étapes qu'on est en train de mener. Ça prend du temps, je ne vous le cache pas, c'est des grandes démarches, mais on essaye et petit à petit on y arrive. Et quand vous embarquez des collectifs qui ont envie, surtout des experts, parce que les experts sont hyper moteurs, quoi. On a des chercheurs avec nous et on a aussi une collectivité, un maire qui a envie. Et donc ça, c'est super sympa. Donc voilà, je voulais vous partager ce projet-là et un autre projet qui peut parler aussi. C'est que vous voyez, on a aussi bien en Bretagne que sur la côte d'Opale, on a ces falaises. Et c'est une mine d'or au final, ces falaises. C'est hyper inspirant et ça a inspiré de nombreux architectes, notamment pour développer des nichoirs pour les oiseaux et les incorporer dans les bâtiments, comme vous pouvez voir à droite, où ce sont des architectes à Paris qui ont développé justement ce système de nichoirs. Donc, ils ont carrément créé le concept avec une très très grande société de BTP en France. Et c'est en observant justement ces falaises qui sont des nichoirs d'espèces. Et c'est comment, en observant ce qu'il y a autour de nous, comment on peut développer des nouveaux concepts, comment on peut créer des nouvelles expériences avec la nature et qui sont aussi vertueuses. Donc voilà pour les deux projets que je voulais vous partager et un peu cette démarche avec la nature et le non-humain. T'en as 3 de projets. Hein, j'en ai 3. Vas-y, clique. Voilà. Ah oui, mais celui-là... Mais vas-y. Ouais, je vais vous en parler. Celui-là, c'est aussi... alors, je le trouve super intéressant. Justement, la termitière. Parce que quand on arrive sur des périodes de réchauffement climatique, la solution dans le bâtiment, c'est on va climatiser. Hein. On va mettre de la clim. C'est cool, la clim. Ouais, Marine Le Pen, elle veut climatiser toute la France. Ouais, c'est trop le fun. Tranquille. Je vais la rencontrer. Et donc voilà, c'est un peu le côté climatisé, c'est quand même on sait l'impact que ça a. Mais des fois, il y a des solutions qui sont simples en réalité et qui coûtent moins cher que la clim. C'est regarder les termitières, ce système de ventilation d'air. Et comme j'ai expliqué, c'est que quand on crée des nouveaux hébergements, et juste en travaillant avec les architectes, de se dire, dans l'aménagement intérieur, on va penser en premier à comment on va ventiler de manière naturelle. Quand on va ouvrir la fenêtre, comment on va faire rentrer l'air, comment on va ressortir. Comment on va créer aussi à l'extérieur des zones d'ombrage, des zones de circulation d'air, comment on va travailler avec, au final, ce non-humain qui peut nous rendre un service et qui nous permet justement d'éviter de mettre une technologie énergivore et qui va être néfaste pour elle, puis quelque part peut-être pour nous, parce que moi je sais que personnellement à un moment donné, trop de clim tue la clim mais tue ma tête, clairement. Et donc voilà, ça c'était le dernier exemple parce que je trouve qu'il est très parlant et il fait beaucoup réfléchir, mais il peut aussi enclencher des nouvelles démarches avec des architectes et surtout cette relation avec la nature. Et tu avais une dernière petite slide d'atterrissage. Voilà, et l'impact. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous cette prise de conscience, clairement, de ce qui se passe. Je vais pas réinventer les choses. Je pense qu'on l'entend assez au quotidien, toutes ces alertes. OK, c'est bien, on en est conscient, mais maintenant, on peut aller plus loin. Je pense que c'est aussi l'impact de travailler autrement, parce que c'est vrai, comme Laurence m'avait demandé la dernière fois, au fait, après l'événement que tu avais fait sur le biomimétisme, la bio-inspiration, c'était génial, mais qu'est-ce qui s'est passé après ?
Alors, c'est assez surprenant, et puis justement, j'en parlais à Caroline sur l'heure du midi, c'est qu'il y avait beaucoup d'acteurs touristiques à l'événement, il y avait aussi des communautés d'agglomération. Tout d'abord, l'impact, il a été énorme déjà en interne au sein de Pas-de-Calais Tourisme, donc la structure dans laquelle j'étais auparavant. En interne, il y a eu un changement de regard. Il y a eu cette prise de conscience de faire autrement. Et ça, déjà, pour moi, c'était un super challenge. Enfin, je me dis, waouh, quoi. Rien que ça, pour moi, j'avais réussi. Me dire en interne, rien qu'en en leur présentant des choses, mais pas en les. C'est juste présenter. Et ben, le regard a totalement changé. Donc, pour moi, ça, c'était déjà gagné. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des projets qui ont été menés. Et du coup, ça a été des collectifs. Donc, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas le tourisme qui a pris le lead là-dessus. C'est des collectifs multipartenariales. Donc, une communauté d'agglo avec un Blue Living Lab, avec quelqu'un du secteur touristique. Donc, ça a créé des communautés, ça a créé des espaces d'échange. Donc, ça a fait changer les regards. Mais ça a créé des nouvelles façons de travailler, clairement, sur le sujet. Super. Merci beaucoup, Ludivine. Pour atterrir tous ensemble, on vous propose de bouger physiquement vos corps. On a apporté tous les quatre des objets, symboles, éléments qui viennent de nos territoires respectifs. Donc on a amené ça dans nos sacs à dos et on les a disposés juste ici sur ce petit bord de Seine. Et donc on souhaiterait vous inviter à venir vous saisir de l'un de ces objets, éléments, symboles, qui donnent un écho à votre propre territoire. Et puis, on peut de façon très informelle essayer de se dire, cet objet, de se le dire à soi-même, et puis après, si vous avez envie de nous le partager, ce serait tellement bien. Cet objet que vous allez avoir entre les mains, qu'est-ce qui t'inspire, et ce serait quoi finalement le récit qui pourrait commencer à te raconter en lien avec ton territoire. Donc je vous incite à vous lever, à venir contempler notre cabinet de curiosité végétale, pas animal, il n'y a pas d'animaux. Et puis si vous le souhaitez, j'ai un autre micro, et si vous avez en même temps envie de poser une question à un ou une de nos intervenantes, c'est possible. C'est drôle comme tout le monde chuchote comme ça, comme il y avait un truc un peu... Faut pas réveiller bébé. Vous pouvez regagner vos places si vous voulez. Je viendrai à vous avec... Mais si vous avez envie de rester devant, restez avec nous. Faites comme vous sentez. Allez, je viens avec vous. Pour celles et ceux qui ont pris les images, j'avais mis des petits textes qui ont été justement écrits par certaines des personnes avec qui j'ai travaillé. Donc, pour vous, l'idée, c'est que vous le fassiez par rapport à ce que ça vous a évoqué quand vous l'avez vu. Mais c'était juste pour vous donner un aperçu de ce que ça peut produire. Donc lisez-les après avoir inventé votre propre histoire. Oui, voilà, vaut mieux le faire dans ce sens-là. D'abord, voyez ce que ça active comme corde sensible en vous. Inspire.
Est-ce que quelqu'un a envie de nous partager son inspi J'ai cru que tu levais la main, mais tu relevais tes lunettes. Oui, toi. Tu partages? Ouais, bah. Tiens, attends, je t'amène un micro. Raconte-nous pourquoi tu as pris cet objet. Quelle histoire il te raconte en lien avec ton propre territoire? Alors déjà, j'ai pris une coquille d'huître. Et alors déjà, je viens de destination Pornic, donc on est en bord de mer. Et instinctivement, je l'ai pris parce que bien sûr, on a des parcs d'ostréiculteurs, donc c'est que ça fait partie de nos produits best-of. Mais quand je le vois, ça me fait penser à une des plages qu'on a au Moutier-en-Ray, où c'est une plage où on a des enfilades de pêcheries. Donc les pêcheries, c'est ces cabanes sur pilotis où on peut monter dessus, faire descendre un filet et pêcher au rythme des marées. Et donc quand on va sur ces plages-là, notamment à marée basse, en fait, on marche, on en croise beaucoup de ces coquillages-là. Et en fait, ça fait partie pour moi de ce que je vois, du bruit sous les pieds quand on marche sur ces plages. Et ça me rappelle ça, en fait. Je vous parle pas de la dégustation d'huîtres avec le citron et tout, Oui, mais bien sûr, et le verre de muscadet qui va mais avec. ça fait partie d'un clin d'œil dans un paysage qu'on voit et qui est déjà chouette quand on y va. Mais ça fait partie aussi du bruit sonore. Et puis Du bien sûr, paysage les enfants, sonore, ils les ramassent, ils les collectionnent. Bon, ben voilà. Et alors, cette huître, si elle devait te raconter son histoire, qu'est-ce qu'elle te raconterait? Qu'est-ce qu'elle voit autour d'elle, pour le coup, si tu vois, si on Si prenait c'était elle qui pouvait Ouais. raconter, je pense qu'elle verrait tout ce qui se passe avec le cycle des marées, en fait. Donc, elle verrait la mer qui monte. Donc, quand ça monte, il y a effectivement toute la vie qui se passe autour des pêcheries. Donc, les pêcheurs ou les gens qui sont propriétaires de ces pêcheries qui montent dessus et qui a tout le temps qui s'arrête, parce que le fait de pêcher dans ces petites cabanes, c'est un moment suspendu. On descend le carrelet, le filet, on attend, on le remonte, on voit ce qui se passe, et puis on fait ça au fur et à mesure de la marée. Donc ça pourrait être ça, comme ça pourrait être effectivement, ça c'est quand c'est la marée haute, et quand c'est la marée basse, du coup, les gens qui se promènent, les mouettes qui passent, du coup, ramasser ce qu'il y a sur la plage, à côté des huîtres. Venir prendre leur goûter, quoi, les mouettes. Exactement, voilà. Donc ce serait ça. Super, merci infiniment. Je te redonne le... Non, tu peux la garder. Les objets, ils sont pour vous. Vous pouvez partir avec. C'est des petits cadeaux. Elle vient d'Abitibi-Témiscamingue. Non, c'est faux. Elles viennent de chez toi, je pense, Ludivine, les huîtres. Ouais. Donc, elles viennent de la Côte d'Opale. Raconte-nous l'objet que tu as dans les mains et l'histoire qu'il te raconte. Donc moi, j'ai pris une châtaigne, une petite châtaigne qui est sûrement tombée de sa bogue. Et cette châtaigne, elle me raconte d'où elle s'est décrochée, de ces énormes arbres et ces grandes forêts des Cévennes, lozériennes, qui ont été pâturées. Elles ont vu passer les troupeaux de chèvres, elles ont vu passer l'été, elles ont vu arriver l'automne, et puis elles sont tombées et elles se sont libérées de leur carapace piquante et protectrice pour s'échouer sur le sol et les feuilles craquantes et voir passer quelques promeneurs, les ramasser dans les paniers de noix et de coings avec des couleurs qu'elles ont découvertes puisqu'elles étaient enfermées. Elles étaient plutôt finalement peut-être... elles sont nées au monde à ce moment-là. Elles sont avec de toutes les couleurs. Elles découvrent les couleurs d'automne pour la première fois. C'est ça, et en ce moment, c'est les couleurs de feu. Et du coup, ça doit être super comme mise au monde. Avec toutes ces couleurs. Et puis après, on les mange. et puis, elles vivent des super moments parce qu'en fait, elles se baladent avec des humains dans des super beaux paniers tressés à la main par des vanniers qui ont cultivé leur saule. Et après, ils ont tressé leur panier pour arriver au final dans ces poêles troués qu'on met dans la cheminée qui nous permettent de faire éclater la châtaigne. Et puis, elle se retrouve d'un coup dans un endroit super chaleureux. C'est du journal.
et elles sont sous les fesses du plus jeune de la famille. Mais- Parce que traditionnellement, le plus jeune, il va coufader, je crois que c'est ça le mot, la châtaigne qui sort de la poêle, pour qu'après, à la vapeur, en fait, enfin, à la chaleur du journal et la vapeur, ça va garder l'humidité de la châtaigne. Les fesses du petit dernier. Bah en fait, ouais, il se met dessous, ou alors nous, en général, on met sur le ventre, tu mets sous ton pull, et hop, tu le gardes, t'es comme ça, t'es dehors, près du feu, parce qu'il fait super froid dehors. Et puis en fait, après, tu peux les déguster et elles sont pas sèches. Mais traditionnellement, c'est le plus jeune qui a le droit de s'asseoir dessus. Eh ben, merci infiniment pour Voilà. ce beau voyage dans les Cévennes. Je ne regarderai plus jamais mon châtaignier du même œil. Mon châtaignier en Ille-et-Vilaine, tu vois. Et maintenant, il aura un petit air de Cévennes. Merci beaucoup. Ouais. Moi, je suis Anne et j'ai pris une feuille de chêne. Et il est 7 heures du matin. Le soleil se lève, il y a la brume. Je suis dans le Lot. Et j'attends Nicolas qui arrive avec son chien Skippy. Et on va où? On va dans une truffière où il y a des chênes, justement, qui nous attendent. Ils sont alignés, ils sont magnifiques. On voit la brume avec le jour qui se lève. Et là, Skippy, il est à fond. Il sniffe partout, il n'en peut plus, il gratte. Et là, il gratte, il marque. Il marque quoi? Il marque le pied du chêne qui, sur ses racines, a donné une magnifique truffe. On lui dit stop, Skippy, ne mange pas la truffe. On est là, on arrive, on prend notre petit truffe à doux, donc le petit gratte-sol pour dénicher la truffe. Elle est magnifique, elle est noire, elle sent bon, on la sent d'ici, on sent la terre qui commence à se réchauffer, on sent cette truffe, on la prend dans la main. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Déjà, on la sent. Qu'est-ce qu'elle sent bon. Et elle nous dit, j'ai eu du mal, je ne savais pas si j'allais être là cette année parce qu'il a fait trop chaud, on a eu des inondations, j'ai pris l'eau, ça n'allait pas du tout, j'ai vraiment eu de la chance d'être là. Je ne sais pas si mes copines seront là l'année prochaine, mais voilà, j'ai réussi à pousser et j'ai réussi à être là. Et on part avec notre truffe dans notre panier et on va retrouver Marcel qui va nous concocter une bonne omelette aux truffes pour le petit déjeuner. Et au cèpe. Non, on mélange pas de champignons. Et c'est pas la même époque. Je suis Malheureuse. Vous êtes vraiment Eh une ben non, bande on est en de janvier. gourmands. On est en janvier, oui. On est en janvier. Mais oui. Et le cèpe, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Merci beaucoup, Anne. Est-ce que je vais... Ouais. Dernier, parce qu'après, je vais vous laisser, parce qu'après, vous allez m'en vouloir, parce que ce sera plus l'heure. Moi, je pourrais vous écouter tout l'après-midi. Alors, qu'as-tu dans les mains? Donc bonjour, moi c'est Sabine, je suis d'Agen, mais pas vraiment non plus. Donc je voulais partir du territoire personnel en fait, de mon territoire émotionnel. J'ai choisi la châtaigne que je ne connaissais pas avant de venir. Moi j'arrive de Lille, je suis une citadine et la châtaigne ça me parlait pas du tout. Donc il y a une histoire très forte avec son territoire d'adoption. Pourquoi on est dans un territoire, qu'est-ce qu'on y fait? Les parcours humains sont hyper importants, autant que le non-vivant. Du coup, voilà, cette châtaigne, j'ai appris des traditions que je ne connaissais pas, la cuisson à la poêle trouée, ça ne me parlait pas. Donc voilà, il y a des belles histoires à chaque fois où on va. Et je trouve que c'est important de savoir aussi en parler, même si je n'ai pas le don de la narration. C'est quand même important, je trouve, son territoire personnel, d'où on vient, où on va, quelle place on a sur cette terre, et qu'est-ce qu'on fait ici, en fait, et comment on partage, en fait, tout ça avec tout ce dont vous avez parlé. Donc merci pour cette belle dose d'inspiration. Merci beaucoup à toi pour ce partage. Merci. Je vais vous dire merci à toutes et tous. Prenez votre petit objet, mettez-le dans votre poche, dans votre sac. Quand vous allez rentrer au bureau lundi, posez-le sur votre bureau et puis choyez-le, prenez-en soin, écoutez-le. Il a des tonnes d'histoires à vous raconter. Moi, j'ai des frissons, vous m'émouvez, c'est pas possible. Merci infiniment à vous trois d'avoir été à mes côtés pour vivre ce moment. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. À bientôt.